Voici le tableau de ma vie. Je m'appelle Enéa, j'ai 17 ans, et tout comme moi, vous êtes une œuvre d'art. Nous sommes tous construits d'un tableau, lui-même constitué des individus et des moments marquants de notre vie. Ce tableau porte aussi toutes les caractéristiques qui nous décrivent tels que nous sommes façonnés. Et cette œuvre-ci, c'est moi, enfin de façon assez abstraite quand même, et symbolique. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pour parler de ce trait-là en particulier. C'est le trait de mon origine ethnique. Et à la différence des autres traits et des autres coups de peinture de ce tableau, celui-ci est visible physiquement. Et c'est un des traits qui a forgé la différence. Ce soir, je vais parler de l'origine ethnique, enfin de ce qui en a malheureusement découlé, le racisme. Je vais vous présenter ma vision du racisme. Quand j'étais en primaire, il me semble que j'étais pas la seule asiatique, nous étions 3-4, et je me souviens que nos camarades s'amusaient à brider les yeux devant nous et clamer haut et fort Ching Chang Chong en pensant parler chinois. Je pense que quand on est enfant, on ne connaît pas la signification derrière nos propos et on a tendance à reproduire tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit. Donc on n'a pas assez de recul pour se positionner sur ce qu'on dit et sur ce qu'on fait. Donc je ne peux pas affirmer que mes camarades de l'époque étaient bel et bien racistes. Par contre, si des adultes continuent aujourd'hui à le faire en ayant pleinement conscience du sens derrière, c'est du racisme, parce que c'est se moquer des caractéristiques physiques et linguistiques d'un individu. Vous avez donc compris la nuance. Dans la notion du racisme, j'inclus cette idée que les individus sont conscients de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. Maintenant, je vais revenir sur ce trait-là. Je suis eurasienne, en réalité. Ma mère est taïwanaise, mon père est français. Et la particularité du métissage, c'est qu'on a l'impression de n'être ni jamais assez l'un, ni jamais assez l'autre. Ce que je trouve intéressant, c'est que la France et Taïwan constituent deux pays, alors non opposés, mais en tout cas largement différents, sur tous les plans possibles. Alors l'un pense que je mange du chien, l'autre pense que je mange des escargots. Je pense qu'en termes de culture culinaire, je dégoûte tout le monde. Et étant métisse, j'ai reçu des réflexions en France sur mon aspect asiatique. Par exemple, quand j'ai adopté mon chien, l'une des premières choses que l'on m'a dites, avant même de me demander son prénom, c'est fais attention à ne pas le manger. Alors pour les sceptiques, mon chien est encore vivant, il est en très bonne santé d'ailleurs. La phrase qui m'a marquée aussi, c'est rentre chez toi, on ne veut pas de toi ici. Alors des phrases comme celle-ci, c'est ce qu'on appelle des mini-agressions. Même si ce n'est pas physique, ce sont des agressions verbales et c'est une forme d'attaque. J'avais 12 ans et c'est un gars un peu plus grand que moi qui me l'avait dit au collège. Alors sur le coup, j'ai eu le très mauvais réflexe de rigoler parce que je ne l'avais pas pris au sérieux. Mais en y repensant le soir même, je me suis sincèrement demandé pourquoi il m'avait dit ça, parce que chez moi, ça a toujours été ici, en France. Et honnêtement, cette phrase, elle ne m'a pas profondément affectée. Par contre, elle m'a interrogée sur les relations qu'entretiennent les jeunes, sur les distinctions qui paraissent les diviser. Et il y a d'autres événements récents qui m'ont invité à penser à toutes ces étiquettes qu'on essayait de se coller. Vous le savez sûrement, le racisme anti-asiatique a pris énormément d'ampleur avec la crise du coronavirus, parce qu'il y en a certains qui assimilent le Covid à la Chine et la Chine à l'Asie, c'est assez technique, il faut suivre. Ça commence par des insultes et des reproches sur Internet, et ça finit en vraie violence physique dans la rue. L'année dernière, en octobre 2020, il y a eu un appel à la violence sur Twitter, en France, et de nombreux Asiatiques ont été la cible et ou victimes d'agressions physiques. Moi, il y a une vidéo en particulier qui m'a interpellée. C'était celle d'un jeune homme asiatique qui invitait toutes les personnes asiatiques à faire attention. Il avait le visage enflé, des bleus aux yeux et du sang sur le visage. L'homme en question a fini aux urgences. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave que certaines personnes craignent encore de sortir de chez eux, de peur de se faire agresser par leur origine ethnique, encore aujourd'hui en 2021 ? Et tout ça, ce ne sont que les témoignages que nous voyons sur les réseaux sociaux. Je pense que la réalité est bien plus effrayante. Alors évidemment, je pense que la situation a évolué. J'ose espérer que le racisme aujourd'hui est moins prononcé qu'au siècle dernier. Mais je vais prendre l'exemple de ma maman, d'ailleurs qui est dans la salle, coucou. Parce qu'il m'est familier et parce que c'est sa situation à elle qui m'incitait à prendre la parole ce soir. Elle m'a raconté qu'elle arrivait en France à une période où il n'y avait pas beaucoup d'Asiatiques et ça a suscité des regards de curiosité, mais surtout de mépris. Elle m'a expliqué que c'était dur de trouver un travail avec le dédain des employés de Pôle emploi et leur appréhension à l'égard de ses capacités intellectuelles. En réalité, des témoignages comme celui-ci, il y en a plein, mais vu qu'il vient d'une personne qui m'est proche, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus percutant. J'ai pris l'exemple du racisme anti-asiatique pour illustrer cette idée que le racisme est encore très ancré aujourd'hui. Et
voir tous ces témoignages, entendre toutes ces vidéos et lire tous ces discours très tristes et poignants sur la situation de chaque personne racisée, bah, honnêtement, ça me surprend plus vraiment, mais ça m'attriste beaucoup parce qu'il y a ce sentiment d'impuissance et on se sent désarmé face à cette situation dans laquelle on pense qu'on peut rien faire. Et j'ai réfléchi et j'en suis arrivée à la conclusion que bah, la disparition du racisme était en quelque sorte inéluctable. Et pour accélérer le processus, il faut que nous, les jeunes, comprenions que nous avons un réel pouvoir pour changer les choses quant au rapport aux autres. Nous sommes les activistes d'aujourd'hui et les actifs de demain. Nous avons un réel pouvoir pour changer les choses. N'hésitez pas à vous engager pour les causes que vous estimez importantes parce que ça a son importance, vous avez votre importance. La moindre contribution dans une action peut avoir un réel impact à plus grande échelle ou même dans le futur, donc n'hésitez pas à vous engager. J'ai donc pensé à un processus, alors non pour totalement éradiquer le racisme, hein, ce n'est pas moi qui détiens le miracle, mais j'ai plutôt pensé à un mini-guide pour inciter tout le monde à prendre part dans la lutte contre le racisme. J'ai appelé ce processus les 3 E, et je propose qu'on les fasse éclore ensemble. Le premier E, c'est éduquer. C'est bien connu, l'éducation forge la nation. Alors, j'ai lu une étude américaine menée sur les personnes noires à Détroit qui disait que le racisme qu'ils subissaient augmentait leur anxiété et augmentait leur risque de tomber malade. Donc leur santé mentale est vraiment bien pire que dans d'autres zones aux États-Unis. Ce type d'information, qui évidemment suscite notre intérêt et on doit se sentir concerné par cette situation, c'est des informations qu'on retrouve facilement sur les réseaux sociaux et donc en réalité on peut tous accéder à cette étape de l'engagement, c'est-à-dire s'éduquer. Le racisme est une problématique intergénérationnelle qui doit susciter l'intérêt de tous, donc on doit tous s'engager en s'éduquant. Le deuxième E, c'est s'exprimer. C'est en quelque sorte le support de l'éducation, c'est parler autour de vous. C'est un peu ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter à reprendre quelqu'un qui est prêt à vous écouter. Par exemple, ceux qui tiennent des propos offensants sans penser que cela puisse nous blesser. Par exemple, leur expliquer que dire tu es belle pour une femme asiatique, c'est pas un compliment. Donc, il faut qu'on utilise notre voix ou n'importe quel autre moyen d'expression pour soigner les mœurs parce que c'est le meilleur moyen de se faire entendre. Et le troisième E, le plus important, je dirais, c'est entreprendre, c'est la réaction. Alors, il y a entreprendre et entreprendre. Hein. Il y a entreprendre dans le sens de défendre. Que ce soit des micro-agressions ou alors de réels actes de violence physique, il ne faut pas hésiter à se défendre physiquement et porter plainte, car je le rappelle, le racisme est puni par la loi. Donc, alors je comprends que la démarche ne soit pas facile, parce que même moi, je n'ai jamais été dans cette situation, donc j'aurais du mal à imaginer ma réaction, mais il y a plusieurs éléments clés que nous pourrions avoir en tête. Déjà, si nous sommes témoins de racisme, nous pouvons appeler la police au lieu de passer à côté sans rien dire. Alors, le mieux et l'idéal serait de demander de l'aide autour de nous, pour intervenir au moins à 2 dans la situation, parce que intervenir seul, ça risquerait d'envenimer la situation, et le but, ce n'est pas de vous mettre en danger. Et quand je dis intervenir, c'est d'abord s'assurer que la victime, même si j'aime pas trop le terme, aille bien, et ensuite s'adresser de façon diplomatique à l'agresseur. Ensuite, il y a également entreprendre dans le sens de prévenir. Pour contrer ce type d'agression, il faut que des cours de self-défense gratuits soient déployés dans toutes les France, par exemple. Également, des formations de communication non violente doivent être déployées dès le collège, c'est-à-dire apprendre à intervenir dans un conflit, savoir quoi dire, quoi faire, quelles sont les choses à éviter. Il faudrait également consacrer des journées entières dédiées à la culture dès la primaire pour faire découvrir des tenues traditionnelles, des musiques traditionnelles, également la culture culinaire, parce que je vous assure qu'à Taïwan, on ne mange pas que du chien, on mange aussi des criquets, crus. Oui, c'est un peu triste. Voilà, donc s'il y a des parents parmi vous qui voudraient prendre l'initiative, par exemple, d'intervenir dans les écoles pour partager leur culture, ça serait incroyable pour les enfants parce que ça leur permettrait de se cultiver et de voir au-delà des stéréotypes avec lesquels ils grandissent. Et également, ce choc de culture permettrait une meilleure représentation de la diversité à l'école, parce que je me souviens que quand j'étais petite, je pensais que la normalité, c'était la couleur blanche. Du coup, quand il fallait dessiner ses parents à l'école, j'avais fait des cheveux blonds et des yeux bleus à ma mère. Je suis désolée. Je sais ce que vous dites. Quelle fille indigne. On a encore les dessins d'ailleurs. J'aimerais qu'à l'avenir, chaque enfant puisse comprendre qu'il ne faut pas reproduire les mimiques racistes qui visent à se moquer de leurs camarades et surtout distinguer la moquerie de l'humour. Qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ne doivent ni être dites ni être faites.
J'aimerais que chaque jeune comprenne que nous ne devons pas avoir peur de défendre nos amis racisés et que c'est ensemble que le changement se fait. Et enfin, j'aimerais que chaque parent puisse éduquer son enfant dans le respect des autres parce qu'en réalité, ce sont eux qui forgent les prochaines générations. Et je voudrais enfin rappeler aux personnes racisées que ce n'est pas de leur faute et qu'elles ne doivent pas remettre en question leur identité à cause de ce qu'elles subissent. Je m'appelle Enéa, j'ai 17 ans et voici le tableau de ma vie. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un trait qui s'est rajouté par rapport à la première œuvre que je vous ai montrée au début. C'est ce trait rouge et il représente mon expérience du TED et ma rencontre avec vous. Et comme je vous l'ai dit, chaque humain est une toile, blanche à la naissance, puis teintée de vie à la mort. Certains traits restent visibles à vie, d'autres sont recouverts au fil du temps. Ils sont toujours là dans le fond, mais on ne les voit plus malheureusement. Et chaque tableau est unique, de la même façon que chaque être est unique. Notre origine ethnique est une de nos différences, mais elle n'est pas la seule et ne devrait pas caractériser la totalité de notre identité. C'est simplement un petit trait parmi un océan d'humanité et de couleurs. Un petit trait dont on doit être fier, c'est sûr, mais qui ne devrait pas nous décrire entièrement. Alors, cette réflexion ne concerne pas seulement l'origine ethnique, mais également toutes les caractéristiques qui semblent nous éloigner de la soi-disant norme. Je ne suis pas seulement ce trait, nous ne sommes pas seulement nos différences. Finalement, les humains sont complémentaires et se construisent ensemble, involontairement, en peignant sur la toile de chacun. Bien qu'elle n'ait pas de sens, notre existence est nécessaire. N'oubliez jamais que l'aventure humaine peut être la plus belle des expériences si on arrive à comprendre la singularité de notre œuvre. Merci beaucoup.